Bonjour, bonsoir les amis. Dans cette présentation, nous allons explorer un outil diagnostic qui devient de plus en plus indispensable en situation d'urgence. C'est l'échographie pulmonaire. Donc la dyspnée, c'est un motif très fréquent de consultation et très exogène aux situations d'urgence. Traditionnellement devant une dyspnée aiguë, la démarche diagnostique repose sur l'examen clinique, la radiographie thoracique et le scanner thoracique, mais ces outils peuvent méconnaître des contraintes, notamment le temps, la disponibilité et aussi la nécessité de mobiliser le patient. C'est là où l'échographie d'urgence trouve sa place. L'échographie d'urgence pulmonaire, il permet une évaluation rapide, non invasive, et il est reproductible et réalisable où les 2 patients sont dans la nécessité de le mobiliser. Alors, dans cette présentation, nous allons voir comment cet outil simple qui est l'échographie pulmonaire permet d'identifier les principaux causes de la dyspnée, notamment le pneumothorax et les épanchements pleuraux. Et nous allons aussi voir les caractéristiques ou bien l'interprétation des artefacts pulmonaires caractéristiques. Et tout cela pour faire une prise en charge thérapeutique rapide et éclairée. Donc on commence tout premièrement par le choix de la sonde de l'examen. Donc généralement, tous les types de sondes peuvent être utilisés pour faire une échographie pulmonaire, mais la sonde sectorielle à basse fréquence, c'est la sonde la plus utilisée. On a la sonde convexe à basse fréquence, elle est plus utilisée dans l'exploration de l'abdomen. La sonde linéaire, elle est plus utilisée et à haute fréquence, elle est plus utilisée dans l'étude vasculaire. Donc, généralement, c'est la sonde sectorielle à basse fréquence qui est la plus utilisée pour l'échographie pulmonaire. Alors, pour l'examen de la paroi thoracique antérieure, le patient il doit être en décubitus dorsal ou en position demi-assise en fonction de l'indication. Donc, la technique de l'examen, donc on pose notre sonde d'une façon sagittale pour que les côtes ainsi que les ombres costaux peuvent être utilisés comme des marqueurs anatomiques et on va voir ça dans le diapo suivant. Donc, que on fait comme ça la sonde d'une façon sagittale et au niveau de la ligne médio-claviculaire, à peu près au niveau de le quatrième espace inter intercostal et on procède ensuite au balayage des 3 espaces intercostaux différents des 2 côtés. Donc on fait ce mouvement de balayage de bascule latérale, c'est pour améliorer la sensibilité à retrouver la la pathologie à qui on recherche. Alors ici, comme j'ai dit, donc on a les repères anatomiques, c'est pour cela qu'on fait un examen sur le plan sagittal. On a ça les côtes, 2 côtes, on a les cônes d'ombre ou bien les ombres costaux ici. Entre les 2, c'est le champ échographique pulmonaire et ça, ce ligne hyperéchogène, c'est la ligne pleurale. Donc c'est la ligne pleurale. Donc il est très important d'identifier cette structure échographique hyperéchogène, ligne hyperéchogène, c'est la ligne échographique. Alors,
Au cours de l'examen d'un thorax normal, donc ce ligne pleural, donc ce ligne hyperéchogène, il désigne le ligne pleurale formée par la plèvre pariétale au contact avec la plèvre viscérale. Et au cours de la respiration, ces deux plèvres font un glissement horizontal. Alors, ce glissement horizontal s'appelle le glissement pleural. Et on va le voir ici dans cette image aérographique. Donc, voilà ce glissement pleural horizontal. Voilà. Donc là, ce ligne hyperéchogène, ça c'est une ligne pleurale qui fait un glissement horizontal qui s'appelle le glissement pleural. Alors, ce glissement pleural trouve sa pertinence clinique dans l'écartement de pneumothorax. Alors, lorsqu'on a ce glissement pleural présent dans l'échographie, donc on peut exclure avec une très grande certitude la présence de pneumothorax au niveau de la zone examinée. Parce que si on a un pneumothorax, c'est un, qui est donc un épanchement d'air entre les deux plèvres, pariétale et viscérale. Cet épanchement, il va inhiber ce glissement pleural et il va donner une absence de glissement pleural. Et on va voir ça dans les diapos suivants. On va voir l'absence de glissement pleural. Donc, pour éliminer le pneumothorax, on a plus de glissement pleural, d'autres signes échographiques, notamment on a les lignes B. Alors, les lignes B, ce sont des artefacts échographiques, sont des lignes hyperéchogènes qui partent de la ligne pleurale. Alors, ces lignes, ils sont des artefacts non spécifiques de pathologie de l'interstitium, notamment pneumonie, l'œdème pulmonaire et le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Alors, lorsqu'on a 3 ou plus de lignes B entre deux ombres costauds, on considère ça comme anormal. Voilà ici, on a des lignes B. Ici, dans cette image, on a plus de 3 lignes B, donc on considère ça comme anormal. Alors, dans le pneumothorax, pourquoi ces lignes B écartent le diagnostic de pneumothorax? Parce que pour que ces lignes se forment, les plèvres pariétales et viscérales doivent être en contact. Alors, si on a un pneumothorax, on a un épanchement d'air entre ces deux plèvres, donc absence de contact, donc l'impossibilité de formation de lignes P. Donc, si on a des lignes P, on, on peut exclure, écarter le diagnostic de pneumothorax. Alors, après, on passe au signe dont on a parlé, c'est l'absence de glissement pleural. Alors ici, dans cette image échographique, on reprend les deux repères anatomiques qui sont les côtes, les ombres costaux. Ici, on a la ligne pleurale. Et comme vous pouvez voir dans cette image, on a l'absence de glissement. Donc on a l'immobilité de ce ligne pleurale. Donc, ça suggère qu'il y a un pneumothorax. Donc, il suggère le pneumothorax, mais il ne confirme pas le pneumothorax. Pourquoi? Parce que cette absence de glissement pleural n'est pas spécifique du pneumothorax et il peut aussi se voir dans d'autres pathologies où on a l'absence ou une difficulté de détecter le glissement pleural. C'est le cas de l'apnée, la téléctasie, les adhérences pleurales, ou bien l'intubation bronchique unilatérale, ainsi qu'une respiration rapide et superficielle comme le cas de l'asthme. Donc, si on a une absence de glissement pleural comme ici, dans cette image
échographique. Et là, vous pouvez voir la différence entre ces deux images échographiques. Ici, on a une mobilité horizontale, un glissement horizontal au cours de la respiration de la ligne pleurale, ce qu'on appelle le glissement pleural. Ici, voilà. Et cette image ici, on a absence de glissement. On a une immobilité. Immobilité. La ligne pleurale, il est immobile. Donc, c'est ce qu'on appelle l'absence de glissement pleural. Donc, ce glissement pleural, comme j'ai dit, il suggère qu'il y a un pneumothorax. Donc, il faut rechercher d'autres signes pour confirmer la présence de pneumothorax. Ceci, c'est ce qu'on appelle le point pulmonaire. Donc, c'est quoi le point pulmonaire? C'est le point où on a une alternance entre un glissement pleural et une absence de glissement pleural. Voilà ici, le glissement pleural apparaît à droite de champ échographique. Donc, on va donc faire ou bien on poser notre sonde d'une façon sagittale comme on a fait. On va euh, donc positionner ou bien diriger la sonde d'une façon postériolatérale jusqu'à ce point apparaît, ce point pulmonaire qui est, comme j'ai dit, l'alternance entre absence de glissement pleural et présence de glissement pleural. Ici, comme vous pouvez voir, on a ici le glissement pleural il apparaît à droite. Voilà la ligne pleurale ici, structure hyperéchogène, et ici on a le glissement pleural apparaît lorsqu'on fait balayer notre sonde vers la direction postérolatérale. Il faut aussi noter qu'il y a d'autres points qui, bien, qui imitent le point pulmonaire. C'est le point pulmonaire cardiaque et le point pulmonaire hépatique. Le point pulmonaire cardiaque, c'est lorsqu'on examine la côté gauche, le cœur il entre dans le champ échographique, l'intersection entre le péricarde et la plèvre donne ce qu'on appelle le point pulmonaire cardiaque qui peut imiter le point pulmonaire. Et aussi, lorsqu'on examine le point, lorsqu'on examine la côté droite, le foie il entre dans le champ échographique et l'internance entre la capsule hépatique et la plèvre, il crée le point pulmonaire hépatique qui est aussi pour imiter le point pulmonaire. Donc il faut toujours être attentif et examiner avec donc un esprit anatomique toutes les structures et garder en tête qu'on peut avoir un point pulmonaire cardiaque ou un point pulmonaire hépatique qui peut imiter ce point pulmonaire qui est un signe spécifique de pneumothorax lorsqu'on a une absence de glissement pleural. Et aussi, il faut noter que lorsqu'on a un pneumothorax, on peut avoir, ou bien le patient, il peut développer des emphysèmes sous-cutanés. Alors, ces emphysèmes sous-cutanés donnent des lignes E. Alors, ces lignes E sont aussi des artefacts qui prennent naissance de tissus sous-cutanés au-dessus de la ligne pleurale et peuvent rendre difficile de, de mettre en évidence le glissement pleural. Aussi, donc ces lignes E, donc si on a la présence de ces signes E, il faut penser au emphysème sous-cutané et donc au diagnostic de pneumothorax. D'autres artefacts, c'est les lignes A. Alors les lignes A, ce sont des lignes horizontales hyper-échogènes de donc ils sont immobiles et ces lignes pleurales sont des artefacts aussi non spécifiques on les trouve on les trouve aussi dans les poumons normaux, mais aussi dans des poumons où on a des pathologies sans atteinte de l'interstitium,
comme les pathologies obstructives des voies aériennes ou en cas de l'embolie pulmonaire. Donc, ces artefacts, elles trouvent une pertinence. Par exemple, si on a un patient chez qui on a une altération de la fonction cardiaque droite, une probabilité clinique de l'embolie pulmonaire élevée avec la présence de l'INEA. Donc il faut penser au diagnostic de l'embolie pulmonaire, même si c'est pas un moyen, donc on a d'autres moyens pour faire un diagnostic de l'embolie pulmonaire. Passons maintenant à l'examen de la paroi thoracique postérolatéral. Alors, l'examen de la paroi thoracique postérolatéral est utilisé pour rechercher des épanchements pleuraux ainsi que étudier la présence des condensations pulmonaires. Alors, la technique de l'examen et la position de patient. Alors, le patient, il est en position demi-assise au lit et la sonde et l'examen se fait sur le pont coronal. Ici, comme vous pouvez voir, la pose de la sonde, elle est de façon coronale. La probe, ou bien le marqueur toujours pointé direction céphalique. Et donc, on pose notre sonde sur la ligne axillaire postérieure au niveau de processus xiphoïde. Voilà. Et on monte vers le haut, pardon. Donc ici, on pose notre sonde sur la ligne axillaire postérieure et on fait le monte et descente. Alors, l'échographie de la paroi postérolatéral, à l'échographie, donc on a le champ pulmonaire apparaît comme le signe de rideau. Alors, le signe de rideau qui apparaît dans le champ échographique au fur et à mesure que le diaphragme descend. Donc, cette image échographique-là, on a le foie ici. Le diaphragme, il va apparaître ici. Et au fur et à mesure qu'on monte, on a le champ pulmonaire, il apparaît sous la forme de signe de ce qu'on appelle le signe de rideau. Voilà, c'est une échographie donc normale. Foie ici et le champ pulmonaire qui apparaît à droite lorsqu'on monte. Ici, c'est une image échographique d'un épanchement pleural. Ici, on a le diaphragme qui apparaît sous forme d'une structure hyperéchogène, concave vers le bas. Ici, ça, c'est le foie. Ça sont les poumons. Et ça, c'est l'épanchement pleural qui apparaît sous forme d'une structure anéchogène noire. Donc ici, voilà l'image échographique. Donc ici, c'est le diaphragme, foie, poumon, ça l'épanchement anéchogène noir qui apparaît au-dessus du diaphragme. Donc au-dessus du diaphragme, on a l'épanchement pleural. Alors, on a l'absence de l'épanchement pleural, donc les poumons sont remplis d'air, donc ils font diffuser le sang, donc la colonne vertébrale thoracique, il n'est pas visible à l'échographie. Alors, lorsqu'on a un épanchement pleural ou une condensation pulmonaire, il va jouer le rôle d'une fenêtre acoustique qui va faire passer les ultrasons et donc faire apparaître la colonne vertébrale thoracique dans l'échographie. Donc, ce qu'on appelle la signe de la colonne vertébrale ou spine sign en anglais, donc qui est caractéristique de
l'épanchement pleural ou de condensation. Ici, on a un épanchement pleural, voilà, structure anéchogène ici, diaphragme, structure hyperéchogène concave vers le bas et qui descend à l'inspiration. Ici, de côté gauche, c'est la rate. Et ici, on a l'apparition de signes de la colonne vertébrale qui est spécifique de l'épanchement pleural ou bien la condensation pleurale. Donc, je pense qu'on a fait la tour sur les principaux signes à l'échographie pulmonaire d'urgence. Et ces signes, ils vont nous aider à faire le diagnostic des principaux urgences, donc notamment le pneumothorax, surtout chez un patient qui est dans la réanimation. On ne peut pas le mobiliser, on peut utiliser l'échographe. Surtout, c'est la radiographie thoracique en position, sur le lit de patient, il est en position d'occultus dorsal. Il peut ne pas montrer un pneumothorax. Donc là, l'échographie trouve une place importante pour identifier cet épanchement. Aussi, ou bien pour identifier le pneumothorax. Et aussi, on utilise l'échographie aussi pour identifier l'épanchement, comme ici. Donc, on a deux signes. Donc, l'épanchement il est anéchogène. Au-dessus du diaphragme, hyperéchogène concave vers le bas. Et aussi, on a le signe de la colonne vertébrale. Les artefacts aussi, il faut les interpréter avec prudence en fonction du contexte clinique de patient. Par exemple, les lignes B, là, les lignes B, c'est on a les lignes B avec un dysfonctionnement euh, ventriculaire à gauche. Là, on pense vers notre diagnostic, il est orienté vers un œdème pulmonaire. Aussi, si on a les lignes B avec l'absence d'un épanchement ou bien l'absence d'un dysfonctionnement de ventricule gauche, on pense plus vers donc une pneumonie. Ligne A, là, surtout donc les pathologies obstructives comme la bronchopneumopathie obstructive. Euh, là, c'est toujours le contexte. Donc les artefacts, pardon, toujours c'est le contexte clinique et les autres signes qui vont orienter donc le diagnostic. Et je vous remercie.